Bonjour à toutes et tous, on est en direct sur Brut avec Fabrice Sarfi, co-responsable du pôle enquête de Mediapart. On va revenir sur l'affaire de Rugy, toutes les révélations qui ont eu lieu ces derniers jours avec Fabrice Sarfi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le journaliste qui a révélé toutes ces informations que vous avez pu voir dans la presse. On va revenir point par point sur les informations avec lui et également en réponse avec cette interview de François de Rugy qui a eu lieu ce matin chez nos confrères de RMC. Bonjour Fabrice Sarfi, merci de nous accorder du temps sur Brut, on vous imagine assez sollicité ces derniers jours. Dans un premier temps, j'ai envie qu'on revienne sur les différents points de révélation qui ont commencé cette semaine. Voilà, je vous laisse peut-être expliquer, peut-être un peu dérouler les faits. Oui, dans un premier temps, les révélations, ça se passe autour de l'Assemblée nationale et des dîners. Oui, ça peut ressembler un peu à une sorte de série Netflix du journalisme avec une saison 1, une saison 2, etc. Les premières révélations, c'était ce qu'on a appelé la vie de château du couple du Rugy, quand François de Rugy, qui est l'actuel numéro 2 du gouvernement, qui est le seul d'ailleurs qui a le statut de ministre d'État, qui est le ministre de l'écologie, quand il était président de l'Assemblée nationale, avec son épouse, ils ont organisé entre octobre 2017 et juin 2018 une bonne grosse dizaine de dîners entre amis, entre copains, des agapes financés sur fonds publics qui étaient dignes des grands dîners d'État avec les plus beaux crus classés de la cave de l'Assemblée nationale, des bouteilles qui coûtaient parfois 500 ou 600 euros la bouteille, jamais des bouteilles à moins de 100 euros, la fameuse photo qui a maintenant fait le tour du monde puisqu'elle est dans un article du New York Times, des homards, la mobilisation du personnel de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire rémunéré par le contribuable, les cuisiniers, les serveurs en livrée, pour des dîners dont il est difficile de trouver un lien évident avec la fonction de président de l'époque. D'ailleurs, Séverine de Rugy elle-même reconnaît que c'était un cercle amical et que c'était elle qui faisait, c'est son expression, un filtre relationnel dans l'invitation des convives. Et plusieurs des participants, je peux penser à Jean-Michel Apathy par exemple, qui a été présent un soir et qui a dit si c'était à faire, je ne le referai pas, et qui a reconnu que c'était pas des dîners de travail. D'ailleurs, il se retrouvait là, pourquoi ? Parce que sa femme est une très bonne amie de Séverine de Rugy, ce qui est évidemment leur droit le plus absolu. Ça, ce sont les premières révélations, c'est-à-dire la mobilisation des fonds publics pour des dîners dont il est difficile de trouver un lien avec la fonction de président. J'ajoute juste que François de Rugy lui-même a cette expression étrange pour qualifier ces dîners. Il parle de réunions de travail informelles. Donc on voit bien l'espèce d'antiphrase qu'il fait lui-même pour qualifier cette bizarrerie qui a choqué l'opinion publique. Et François de Rugy lui-même reconnaît que l'opinion est légitimement choquée. Deuxième révélation, c'est les travaux. Les travaux, là on parlait de quand il était à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'ensuite, il a été nommé ministre de la Transition à l'écologie. En septembre 2018, voilà. Nicolas Hulot démissionne. Il démissionne. Chez nos confrères de France Inter, enfin il l'annonce. Et c'est François de Rugy qui est nommé ministre d'État et en même temps numéro 2 du gouvernement. La priorité, c'est l'écologie. Et il quitte la présidence de l'Assemblée nationale, il devient ministre d'État et il profite d'un logement de fonction, un grand appartement dans un hôtel particulier au ministère de l'écologie, ce qui est normal, qu'il y ait des logements de fonction. Et sitôt arrivé, il y a des travaux qui sont engagés dans les appartements privés du ministre pour quand même 63 000 euros de travaux financés par l'argent public, donc pareil comme les dîners sur les impôts des contribuables. Et parmi ces travaux qui peuvent paraître extravagants, il y a par exemple un dressing à 17 000 euros. Parce que soi-disant, il n'y avait pas de placard, il n'y avait pas d'armoire, m'a dit Madame de Rugy. Il y a des peintures pour plus de 30 000 euros. Et pour justifier de ces travaux qui sont en réalité des travaux de confort, comme le disent y compris les entrepreneurs qui ont été sollicités, on parle de la vétusté. Le ministère parle de la vétusté de l'appartement. Nous, on a publié les photos. C'est vrai que vous avez publié plusieurs photos. On a publié les photos. Alors, plusieurs personnes nous parlent un petit peu plus fort. Voilà. Ah, d'accord. On a publié plusieurs photos du dit appartement avant travaux. Donc, on voit bien qu'il n'y a aucune vétusté. A contrario, le ministère, pour justifier de la dite vétusté, nous a envoyé 3 photos. Un tapis déchiré, une tache sur une moquette et un petit bout de mur sali en ayant recadré une photo. Nous, il se trouve qu'on a obtenu la photo originelle où on voit qu'il y a un très bon état général. C'est que pour vous, quelque part, c'est une manipulation en termes d'image. Non, mais c'est-à-dire qu'on essaye de démontrer la vétusté d'un bien qui n'est pas vétuste. Donc ce sont des travaux de confort financés par l'argent du contribuable, par nous-mêmes, par ceux qui s'acquittent de l'impôt.
Je rappelle les chiffres, un dressing à 17 000 euros. Et évidemment que ça ne peut que, en crise économique, mouvement des Gilets jaunes, baisse des APL, susciter l'indignation pas seulement des citoyens, mais également en fait de certains pontes de la République en marche. Le secrétaire d'État, Gabriel Attal, ce matin, au micro de France Inter, disait qu'il était choqué. Benjamin Griveaux aussi sur France 2. Benjamin Griveaux a déclaré que ça renvoyait une image terrible, que François de Rugy renvoyait une image terrible de la politique. Donc l'intérêt public et la légitimité de ce que nous révélons, je crois, ne fait pas débat. Troisième élément de révélation, ça concerne la directrice de cabinet de François de Rugy. Nous avons révélé que cette préfète de formation, qui a une carrière absolument impeccable, qui est réputée d'ailleurs pour être une haute fonctionnaire admirable, en dépit de cela, a profité pendant 17 ans d'un logement social, et même pendant 12 ans alors qu'elle n'y habitait plus, qu'elle était en fonction d'ailleurs à plusieurs centaines de kilomètres de Paris. Alors là, François de Rugy a été intraitable avec elle. En 1 heure, il l'a virée. Il a limogé sa directrice de cabinet. Vous faites ces révélations, je crois, mercredi soir, ouais. Et dans la soirée, on apprend, je crois que c'est vers minuit 30 qu'on voit sur... Elle est limogée à la demande du ministre, qui est intraitable avec elle, qu'il est un peu moins avec lui-même. Et le lendemain, nous avons révélé que ce même ministre profite depuis 2016, alors qu'il est vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, c'est-à-dire l'un des élus les mieux rémunérés de la République, d'un logement qui a une vocation sociale. Ce n'est pas un logement à proprement parler social, ce n'est pas un bailleur social, mais qui a une vocation sociale parce qu'il appartient à un régime, un dispositif qui s'appelle le cellier social intermédiaire. C'est-à-dire que des propriétaires font des investissements et des travaux dans un appartement. En contrepartie de quoi et de défiscalisation, il faut accueillir des revenus modestes. À l'époque où il entre dans l'appartement, M. de Rugy est vice-président de l'Assemblée nationale, il n'a pas d'enfant à charge, il vient de se séparer, ça c'est sa vie privée, c'est pour ça qu'il doit chercher un appartement. Il est tout sauf un revenu modeste. À partir de juin 2017, il a des logements de fonction et à l'Assemblée nationale et au ministère de l'écologie où il passe tout son temps. Donc l'appartement près de Nantes n'est pas une résidence principale. Voilà, donc c'est ce que nous révélons. Et aujourd'hui, la défense de M. de Rugy, c'est de dire en fait on m'a pas informé. Je ne savais pas qu'il y avait cette vocation sociale derrière cet appartement. C'est un peu une sorte de Richard Virenque des privilèges dans tous ces volets-là, M. de Rugy, puisque le vin, en fait, il dit qu'il aime pas, c'est pas lui qui choisit, il sait pas. Les homards, il est allergique aux crustacés. Pour l'appartement, le dressing à 17 000 euros, c'est pas lui, c'est le ministère. Et puis pour le logement, il a même été carrément victime d'une sorte de complot ou d'une tricherie, c'est son mot, de la part de la propriétaire et de l'agence immobilière. Voilà, nous, ce sont les faits que nous révélons et voilà quels sont les éléments de langage, comme on dit, du ministre. Voilà le récapitulatif des faits. On va à l'occasion de reprendre point par point également avec les arguments que François de Rugy a donnés ce matin chez nos confrères d'RMC. L'occasion de saluer toutes les personnes qui regardent sur ce live. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions dans les commentaires, à partager ce direct aussi avec vos amis. Voilà, plus on est nombreux, mieux c'est toujours. Cette première question, voilà, tout simplement, François de Rugy ce matin... il envisage tout simplement de porter plainte pour dénonciation calomnieuse envers Mediapart. Votre première réaction Ma première réaction, c'est qu'en tant que citoyen, je suis extrêmement rassuré qu'il ne soit pas ministre de la Justice et qu'il soit ministre de l'écologie, parce que juridiquement, ça ne veut absolument rien dire. Même pire que ça, c'est une absurdité ce qu'il raconte. Les plaintes éventuelles qu'on pourrait déposer contre Mediapart, ce qui est évidemment son droit, et nous avons à répondre de nos écrits devant la loi, je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de ça, c'est pour la diffamation, mais pas la dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse, je suis désolé pour ceux qui nous regardent, mais je vais faire un tout petit peu de droit et un peu de précision, n'est pas inutile dans ce débat où il y a d'un côté la communication et de l'autre l'information. La dénonciation calomnieuse, c'est un délit qu'on peut reprocher à quelqu'un qui va saisir l'autorité policière ou judiciaire d'un éventuel délit en sachant qu'il est faux. Voilà. Donc nous n'avons saisi aucune autorité policière ou judiciaire, nous n'avons pas parlé de délit, nous ne sommes pas magistrats, donc on n'est pas là pour qualifier pénalement ce que nous racontons, nous révélons des informations d'intérêt public et vérifiées, et ça n'est pas faux, puisque M. de Rugy ne conteste aucune véracité de nos informations concrètement. Il dit il y a des mensonges dans les papiers, mais il ne dit jamais lesquels. Et à ce point qu'il ne les dément pas, qu'il reconnaît la légitimité de notre travail, puisqu'il reconnaît la légitimité de l'indignation que cela suscite.
Donc voilà, ma réaction, c'est que M. de Rugy se défend comme il veut, y compris en racontant juridiquement absolument n'importe quoi. Alors quand on parle d'un point de vue juridique, François de Rugy ce matin dit « Vous avez déjà vu un article de Mediapart où le résultat du procès, où leurs informations auraient été infirmées par la justice, vous aurez répondu justement... » Mais ça n'a aucun sens en fait. On ne juge pas la qualité du journalisme à l'aune de la décision judiciaire. Je veux dire, le journalisme, il est là pour produire des faits vérifiés d'intérêt public. Parfois, il y a des qualifications pénales, parfois, il n'y en a pas. Voilà, donc, mais je peux répondre à monsieur de Rugy de parler de Jérôme Cahuzac. Hein. Jérôme Cahuzac, il a été condamné, monsieur Balkany, il a été condamné. Certains sont mis en examen, d'autres s'en sortent. Mais ça ne me fait pas retirer une seule ligne de ce que nous écrivons. Précisément, ceux qui nous reprochent d'être des procureurs, ce que nous ne sommes pas, nous sommes des journalistes, nous reprochent que la conséquence de nos articles ne soit pas des condamnations pénales parfois. Vous voyez la situation absurde dans laquelle se retrouvent ceux qui sont les vrais personnes qui alimentent le poujadisme. Ce sont ces comportements-là qui alimentent le poujadisme et le populisme. C'est quand on s'attaque à la presse qui fait son métier. C'est quand on boit des bouteilles de vin à 600 € le litre et des homards géants, dont je doute d'ailleurs qu'ils viennent de Bretagne. Je ne sais pas, il faudrait demander aux cuisines de l'Assemblée nationale. C'est cela qui alimente le populisme. C'est qu'en face à ces événements, la première des réactions, c'est de dire j'assume et j'assume tout sur un mode circulé, il n'y a rien à voir, alors que le lendemain, on reconnaît que c'est normal que l'opinion soit choquée et que le surlendemain, on va dire je vais rembourser tous les euros contestés. Mais ça veut dire que s'il est prêt à rembourser des euros contestés, il reconnaît qu'il a eu une utilisation privée de l'argent public. Mais enfin, c'est extravagant, donc c'est comme ça que ça va se passer maintenant. C'est-à-dire que quand on fait une faute, quand quelqu'un... Imaginez qu'on traduise ça dans la vie commune. Un voleur, il vole quelque chose et puis il va dire non, mais si je le ramène, c'est bon. Voilà. Je ne dis pas que M. de Rugy est un voleur, mais vous voyez bien la logique intellectuelle qui sous-tend ce type de réaction. Donc je comprends qu'il y ait une émotion dans le pays, que M. de Rugy soit accueilli par des homards géants en plastique dans ses déplacements, mais qu'il y ait surtout eu un immense emballas et malaise au sein même de la majorité présidentielle. Alors au niveau des différents points, je disais qu'on allait reprendre point par point ces arguments. Reprenons le début de vos révélations. Vous évoquez justement ces dîners à l'Assemblée nationale. Le premier point qu'il évoque ce matin, c'est de dire moi je ne connaissais pas le prix de ces bouteilles, c'est servi par le personnel de l'Assemblée, est-ce que c'est vraisemblable? Non, c'est pas vraisemblable pour une simple et bonne raison, c'est que le personnel de l'Assemblée et les maîtres d'hôtel et les serveurs en livrée sont parmi les fonctionnaires les plus capés, les plus responsables, les plus conscients parfois de ce qui est l'éthique publique. Et vous pensez sincèrement que le responsable de la cave de l'Assemblée ou les sommeliers, ils sortent des crus à 600 € la bouteille pour les dîners entre copains et entre amis du président et de sa femme sans qu'il y ait des autorisations? Ils ont bu par exemple un mouton Rothschild de 2004 qui était un mouton Rothschild qui avait été produit pour les 100 ans de l'entente cordiale entre l'Angleterre et la France. Ça fait partie du patrimoine, ces choses-là. Donc la réponse de M. de Rugy est extravagante. Il nous dit moi je connais pas le vin, j'aime pas le vin. Mais enfin, on ne fait pas des révélations sur son régime alimentaire. Et il dit les homards, moi j'en mange pas, je suis allergique aux crustacés. Mais enfin, c'est pas la question. La question, c'est celle du mélange des genres entre des dîners récurrents avec entre 10 et 30 convives à chaque dîner qui sont financés avec l'argent du contribuable. Et le mélange des genres entre ce qui relève de la vie privée ou en tout cas difficilement d'un lien avec la fonction du président de la République et du président de l'Assemblée nationale, et les fonds publics. C'est ça la question. Personne ne remet en cause, et sûrement pas Mediapart, le fait qu'il puisse y avoir de l'apparat dans la République, qu'il puisse y avoir des dîners financés par l'argent public, qu'on puisse boire des bonnes bouteilles. C'est bien sûr, c'est pas la question. Mais ça, c'est pour les dîners entre chefs d'État, avec les parlementaires, avec voilà. Vous vous rendez compte que ces dîners sont organisés entre amis, ce que confirme Séverine de Rugy. Je peux pas faire mieux. C'est-à-dire que j'ai Séverine de Rugy au téléphone lundi matin, j'ai 20 minutes d'entretien enregistré avec elle. Elle dit oui, c'est un cercle amical. Avant les révélations, lundi. Avant les révélations, bien sûr, parce qu'on contacte tout le temps les gens avant. Elle me dit oui, c'est notre cercle amical. Alors bien sûr, il peut y avoir par capillarité des personnes rapportées. Oui, j'opère un filtre relationnel dans les listes d'invitation. Mais sa défense, qui est une acrobatie que je recommande à personne de reproduire chez soi, c'est de dire, à partir du moment où c'est dans un lieu public, l'Assemblée nationale, ça n'est pas privé.
Enfin, ça veut rien dire, mais c'est ça sa ligne de défense à Madame de Rugy. Monsieur Apathy, qui est l'un des participants, dit que c'était tout sauf du travail. Et donc, je comprends même pas qu'on discute en fait véritablement autour de la nature de ces dîners. Parce que François de Rugy ce matin, lui, parle de dîner thématique. Et ben, alors par exemple, moi j'ai un plan de table d'un des dîners, il va falloir m'expliquer le caractère thématique. Il y a un journaliste qui n'a rien à voir, par exemple, avec le producteur de cinéma qui est à côté, une personne qui a été un ancien patron de boîte de nuit, quelqu'un qui est dans la finance, Monsieur de Rugy, sa femme. Voilà. Mais si c'est thématique, peut-être qu'il y a des comptes rendus. Peut-être que, si c'est thématique, peut-être que le cabinet a réfléchi à tout ça. Donc il y a peut-être des mails avec sur quoi on va travailler, quel thème on va... Voilà. Ils ont été incapables de produire le moindre élément matériel. Donc, bon, ils se défendent comme ils veulent, mais ils vont même jusqu'à dire, le couple du Rugy, que ces dîners étaient organisés pour que François du Rugy reste connecté à la société, qu'il reste connecté aux vrais gens. Vous pensez qu'on est connecté avec des bouteilles à 600 €, avec des homards géants, avec tout ce que la République peut offrir grâce aux impôts pour se goberger à quelques-uns? Voilà, donc, bon, encore une fois, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je ne réponds que de ce que j'écris et des éléments, y compris matériels, que nous publions. D'où les photos. Les photos, on ne les publie pas pour faire le buzz. On les publie pour montrer la réalité. C'est une sorte d'obscénité. D'obscénité au sens étymologique du terme. L'obscène, c'est ce qui est hors la scène. Obscène, c'est hors la scène. Voilà. Et bien, ce que nous montrons par ces photos, c'est ce qui est hors la scène. Et c'est à ce point problématique pour Monsieur de Rugy, que je le redis, il a inventé cette formule incroyable de dîner professionnel informel. Alors, il y a Madame qui dit c'est le cercle amical et il y a Monsieur qui dit c'est informel. Et on va nous faire croire que c'est en lien direct avec la fonction de président de l'Assemblée nationale. Chacun jugera. François de Rugy lui parle de 3 photos volées sorties de leur contexte. Non, elles ne sont pas sorties de leur contexte, elles sont en plein dans le contexte. Et c'est marrant de parler de photos volées si on revendique le fait que c'est un lien avec les attributions publiques du président de l'Assemblée nationale. Il faut savoir. Est-ce que c'est des photos volées ou voilà. Non, c'est des photos évidemment d'intérêt public. Nous violons la vie privée de personne. Hein, c'est-à-dire que toutes les personnes concernées sont contactées dans les articles. Monsieur de Rugy est contacté avant à chaque fois. Madame Séverine de Rugy est contactée avant à chaque fois. Le cabinet du ministre, enfin voilà, on respecte les canons déontologiques de notre profession. Non, c'est pas sorti de son contexte. On a l'occasion d'y revenir justement sur mais Séverine de Rugy, elle pose devant la fameuse bouteille de Mouton Rothschild 2004. Moi, si j'ai pu identifier la dizaine de grands crus, j'ai pas tout vu, hein, mais si j'ai pu l'identifier, c'est pour 2 raisons. C'est parce que les bouteilles, on les voit sur les photos, donc en zoomant, on peut analyser les étiquettes et puis retrouver les prix. Comme ça qu'on voit que c'est des prix, parfois, certaines des bouteilles se vendent aujourd'hui à 1000, 1200 € la bouteille. Et puis par ailleurs, parce que j'ai les cartons d'invitation de ces dîners. J'ai la copie des cartons d'invitation et il y a les vins qui sont notés. Voilà, il n'y a pas marqué par contre le thème de la soirée. Hein. Jamais. Hein. Par contre, il y a marqué la nourriture et les vins. Et vous évoquez justement la liste des invités en disant il y avait un journaliste, un producteur de cinéma, etc. Est-ce que ces listes des invités, vous allez les révéler à un moment donné? Est-ce que c'est une possibilité? Je pense que vu la position, pour pas dire la posture de Monsieur et Madame de Rugy face à ça, je pense que oui, au bout d'un moment, une fois qu'on aura contacté tout le monde, on va raconter un peu les invités, je vous ai dit, mais encore une fois... donc là, le travail du journaliste, c'est... Moi, ce qui me fait marrer dans cette histoire, c'est quand je vois certains journalistes, et pour le coup, je mets vraiment Jean-Michel Apathy de côté, alors qu'on a eu parfois tous les deux mailles à partir, notamment au moment de l'affaire Cahuzac, mais je dois lui reconnaître une totale sincérité dans sa façon de répondre quand on l'a contacté. Il dit les choses. Oui, je suis allé là-bas, je ne vais jamais à dîner, mais j'y suis allé parce que ma femme est amie avec Séverine de Rugy, c'est elle qui m'invite, c'est bien la preuve que c'est par le cercle amical. Et je n'aurais pas dû y aller parce que c'était pas professionnel et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun sens à ce que je sois là. Mais quand j'entends maintenant d'autres journalistes qui ont peut-être peur que leur nom sorte dans la presse, raconter que ah bah oui, ils ont participé au dîner mais il n'y a pas de quoi fouetter un homard, comme je l'ai lu dans le Nouvel Obs, vous vous rendez compte l'indécence de tout ça? En fait, c'était surtout des dîners qui étaient ennuyeux. Vous vous rendez compte ce que ça renvoie de l'image de la profession de journaliste qui va dans les palais de la République siphonner les caves pour des dîners qui sont informels avec des amis du président de l'Assemblée nationale et de sa femme. Hein, je trouve ça sidérant ce que ça renvoie de l'image parfois je déteste l'essentialisation, mais
voilà, d'une France d'en haut, quoi. Et d'une France d'en haut qui fait ça en se justifiant pour rester connecté à la France d'en bas, quoi. C'est quand même... Aujourd'hui, vous discutez avec, enfin, j'imagine que vous avez pris contact avec différents invités, ceux que vous avez sur ces listes, sans forcément révéler leur nom, parce que j'imagine que vous le ferez sur Mediapart, mais c'est quoi un peu le contenu? Est-ce qu'il y en a certains qui sont dans le déni ou d'autres qui ont la posture de Jean-Michel Apathy? Mais maintenant, non, mais il y a plein de gens qui sont sincères, il y a des gens dont le nom n'ont pas forcément envie de sortir publiquement, qui racontent que c'était des trucs entre amis. C'était des... Voilà. Alors après, un ami peut amener quelqu'un d'intéressant. Mais alors, je lis parfois dans la presse, il y a des amis du couple qui disent « Ah bah voilà, on a parlé politique, on a parlé de mon métier. » Ben oui, mais moi aussi, quand je fais des dîners entre potes, en fait, je parle de politique et du boulot de mes copains ou du mien. C'est pas la question. Là, la question, c'est que c'est un filtre relationnel amical. Madame de Rugy, je le redis, je le répète, le confirme elle-même, pour des dîners où il y a des dépenses... importante. Et on voit maintenant qu'il y a même d'autres journalistes, je pense par exemple au Parisien, qui a révélé l'utilisation de faux publics pour des dépenses personnelles du couple de Rugy. On parle beaucoup du fameux sèche-cheveux à la feuille d'or à 500 € par exemple. Alors lui il dit ouais, y a pas de... ça n'existe pas. Non, il dit, c'est plus ambigu. Hein, moi je ne sais pas, c'est le Parisien, donc il faut demander au Parisien. Mais il dit... François de Rugy a une stratégie de communication que je connais bien depuis 20 ans de journalisme qui consiste à démentir ce qui n'a jamais été dit, ce qui est la meilleure façon d'avoir raison. Hein. Il dit un sèche-cheveux plaqué or. C'est pas ce qui a été écrit. Si on peut rentrer dans le détail, je crois que le Parisien parle d'un sèche-cheveux Dyson à 499 € avec des feuilles d'or. Il n'en dément pas le prix, il ne dément pas une existence d'un sèche-cheveux. Il dit qu'il y a un sèche-cheveux qui est même resté à l'Assemblée nationale. mais il dit plaqué or, comme si... on a il dément hyper lourd comme ça. Je sais pas comment, je sais pas ce qu'il s'imagine. Voilà. Je crois pas que ce soit ce que les confrères du Parisien aient écrit, mais moi je réponds. Bon, quelque part, il dément quelque chose. Il dément rien en fait. Il dément, il dit non. Il parle d'autre chose. Non, le ciel n'est pas vert. Oui, très bien, mais personne n'a dit qu'il était vert. Donc c'est une stratégie de communication. On a vu un François de Rugy ce matin qui semblait assez affecté, même parfois même au bord des larmes. Justement, vous évoquiez sa communication. Comment vous l'avez ressenti, vous qui connaissez peut-être un peu le personnage depuis... Non, mais moi je suis toujours un peu gêné parce que, comment dire, c'est contrairement à ce qu'il pense, ou en tout cas ce qu'il dit, il n'y a rien d'ad hominem là-dedans. Faut quand même savoir que François de Rugy, le premier jour, a dit que je m'attaquais, entre guillemets, c'est le mot qu'il utilise à lui, parce qu'il a un nom à particules. Il a quand même dit ça, hein, comme s'il y avait une particulophobie chez moi. Tout le monde sait que j'ai fait des révélations sur Nicolas II Sarkozy, Alexandre II Benalla, Jérôme II Cahuzac ou Patrick II Balkany. Et c'est précisément pour ça que je les avais titillés dans mes enquêtes. Voilà. Tout ça n'a évidemment pas de sens. Je veux dire, quand on en est à ce point à remettre en cause le messager pour faire diversion vis-à-vis du message, voilà, moi, à part me faire sourire, je ne vois pas bien ce que je peux répondre de sensé à ça. Il nous traite quand même de coupeur de tête ou d'acharnement. Ouais, on a l'occasion d'y moi, le seul acharnement que je vois, c'est celui de M. de Rugy et de son épouse à utiliser les fonds publics de manière à ce que ça pose des questions au sein de l'opinion publique. Oui, voilà. Par exemple, lui, il parle par exemple de vos titres en disant la vie de château, on m'attaque parce que mon nom, de Rugy. Lui, c'est un peu l'un de ses arguments, il a répondu ça. Non, c'est plutôt parce que on a des pratiques du nouveau monde qui font parfois penser à l'ancien régime. Voilà. Et l'ancien régime, son faste, le mélange des genres entre le privé et le public avec les impôts, quand on demande aux Français de faire des efforts, quand on réduit les APL, quand il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux, que les urgentistes multiplient les semaines de grève, que les gens n'en peuvent plus, n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Oui, ce vide château renvoie non pas à la particule de M. de Rugy, mais à un espèce de parfum d'ancien régime dans ses pratiques. S'il s'était appelé François Rugy, j'aurais titré « La vie de château », pareil. Voilà, ça n'a absolument aucun sens d'en être à ce point-là dans le niveau d'argumentation. Alors vous évoquez cette citation, parce que c'est vrai que ce matin, il vous a beaucoup chargé, on va dire. Il a parlé justement de coupeur de tête, en parlant de vous, en parlant de Mediapart. Qu'est-ce que ça suscite un peu comme réaction quand vous entendez ça? Mais aucune. Moi, ça me suscite aucune réaction, si ce n'est une forme de mépris pour cette communication. Et en même temps, il communique comme il veut. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Et moi, quand je le vois affecté au bord des larmes, ça me fait pas plaisir.
Je veux dire, j'ai pas de plaisir professionnel à ça, aucunement. J'ai tout à fait conscience et je veux tout à fait bien croire que c'est extrêmement désagréable pour lui et pour Madame de Rugy ce que nous racontons. Je veux dire, il y a de la patte humaine dans tout ça. J'ai conscience de ça, évidemment. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire mon travail. Ça ne va pas nous empêcher de faire mon travail. Parce qu'il n'y a pas que moi. Hein. Mediapart, c'est un collectif. Les papiers sont pour la plupart co-signés. Enfin voilà. Donc nous, on fait notre boulot. Coupeur de tête, parce qu'il veut renvoyer à cette image robespierriste, Torquemada, procureur, qui est une image alimentée par ceux qui ne nous lisent pas. Je veux dire, c'est pas notre propos. Nous, on est journalistes. Et je ne vois pas comment il peut tenir, d'un seul point de vue de la communication, de tels arguments quand lui-même reconnaît que les Français sont légitimement choqués par nos révélations. Quand lui-même reconnaît qu'il est prêt à rembourser chaque euro contesté. Vous voyez? Donc c'est incohérent. Il est incohérent dans sa défense. Après, il y a aussi là où il parle des journalistes en général. Il va dire, voilà, enfin, et précisément sur votre média, il va dire, le but c'est d'informer le public ou de mener des campagnes contre ceux qui gouvernent. Quelque part, on a vu au travers ces différentes déclarations qui vous accusent presque de militantisme au lieu d'être journaliste. Qu'est-ce que... Mais non, il ne nous accuse pas du tout de militantisme parce qu'il dit quel que soit le gouvernement. Durant le point presse, où il non, mais, oui, le point presse aussi, il a dit, quand on fait voilà, il a dit un parti pris militant. Voilà. Non, mais, c'est quand on fait l'ensemble des déclarations. En fait, vous savez, pour les hommes politiques, le militantisme d'un journal, c'est quand il s'attaque à eux. Par contre, Monsieur de Rugy, il nous adorait avant. Hein. Il y a eu un très bon papier, les gens pourraient retrouver sur le Huffington Post, et puis il y a aussi Guillaume Dodin de l'AFP sur Twitter qui a retrouvé tous les tweets et les déclarations publiques en soutien à Mediapart de François de Rugy. Donc en fait, quand on faisait des révélations sur les autres ou sur ses ennemis politiques, il nous adorait. Ça, c'est militant. Ça, c'est militant de la part de Monsieur de Rugy. Hein, quand la vérité des faits et les informations profitent à son camp politique, il trouve ça bien. Par contre, quand ça le concerne lui, il trouve ça mal. C'est ça qui est militant. Aujourd'hui, il y a une dépêche AFP sur Mediapart. Pourfendeur anticorruption de la droite et de la gauche. Ça me va parfaitement. Nous, on ne regarde pas la couleur politique des gens. Les impôts, l'argent public, les fonds publics qui sont mobilisés pour ces soirées, il n'est pas de gauche ou de droite. La solidarité nationale, elle n'est pas de gauche ou de droite. L'argent des impôts qui servent aux classes, aux gendarmeries, à la police, à l'armée, aux profs, il n'est pas de gauche ou de droite. Les enfants qu'on met dans les crèches publiques, ils ne sont pas de gauche ou de droite, les bébés. Bon, donc il faut arrêter avec ça. Ce sont précisément les hommes politiques et les femmes politiques qui ont des carrières militantes, qui construisent un parcours sur de l'idéologie, qui reprochent à un journalisme qui produit des informations de faire du militantisme. On marche sur la tête. C'est le monde à l'envers. Donc voilà, c'est n'importe quoi pour faire diversion face à ce qui est la réalité froide et clinique de l'information. Alors, on sait que François de Rugy a cette idée de porter plainte, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des propos qui sont quand même aussi forts, qui disent qu'il justifiait les violences envers les gilets jaunes, ils les soutiennent quelque part. Est-ce que de la politique, là, on n'a jamais justifié les violences des gilets jaunes. Jamais. Que le mouvement des gilets jaunes soit un mouvement journalistiquement, éditorialement passionnant, enfin je veux dire, mais je vais jamais dire le contraire. Enfin, tout le monde se rappelle notamment du papier empathique de Florence Aubenas à la une du Monde. Enfin, tous les journaux, tout le monde s'est occupé de ce mouvement-là. Et par contre, moi je suis pas pour l'essentialisation des mouvements. Je pense pas qu'il y a que les gilets jaunes, c'est un bloc monolithique. Il y a eu des choses abjectes. On a vu des dérives antisémites, on a vu de la violence contre la police absolument insupportable et scandaleuse. Pas plus que je ne suis pour essentialiser la police. Pour autant, il y a eu des violences policières inédites en France. Des gens qui ont perdu des mains, un œil. Il y a eu 2 morts, hein, Steve à Nantes, la vieille dame octogénaire de Marseille. Et ce que nous dit le pouvoir face à cette réalité, c'est de tuer les mots. Dire on ne veut pas entendre parler de violence policière. Vous savez, quand on efface les mots comme ça a un seul objectif, c'est effacer la réalité qui est derrière. Ben, Monsieur de Rugy, en nous attaquant, il fait pareil. En fait, ce qu'il veut, c'est en tuant le messager, il veut effacer le message qu'il y a derrière.
Je crois que les citoyens, qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs, peu importe, moi, le public et mes lecteurs, je veux qu'ils soient de partout, je crois qu'ils sont un peu plus matures et adultes que ça. Mais est-ce que face à ces attaques, vous comptez répondre d'un point de vue judiciaire? Là non, judiciaire, non, on ne va pas répondre judiciaire. On ne va pas rentrer nous-mêmes dans le spectacle et l'utilisation de la justice dont les épaules sont déjà bien frêles. Il y a peu de juges, peu de magistrats, beaucoup de dossiers, beaucoup de problèmes. On ne va pas alourdir la charge de la justice pour un petit combat picrocolin parce qu'un ministre ne supporte pas nos révélations. Non. Alors justement, d'un point de vue journalistique, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la profession en ce moment, la remise en cause, même notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de critiques envers la presse. Parlons justement sur la construction d'une enquête comme celle-ci, sans bien sûr entrer dans certains détails qui sont propres au secret des sources. Mais à partir de quel moment, voilà, est-ce que vous êtes alerté? Est-ce que c'est vous qui avez des éléments? Comment? C'est très variable. Combien de temps d'enquête, par exemple, si on prend l'affaire de Rugy? Mais c'est très variable, c'est hyper variable. Il y a des enquêtes, on passe des mois à temps plein et on fait rien parce qu'on n'y arrive pas. Parfois, on passe des mois à temps plein et on y arrive et on publie. Et puis parfois, il y a des enquêtes qui durent plus que des mois. Et puis parfois, ça prend quelques jours. Et là, en l'occurrence, ça a duré combien de... Là, ça a été, ça se calculerait pas en semaines, mais ça a été de très très longues journées et nuits. Voilà. De travail. Non, mais, un mois et demi, 2 mois. Non, mais c'est très variable parce que y a l'enquête sur le logement social de la directrice de cabinet qui en fait avait été déclenchée avant même que j'ai les informations sur les dîners fastueux et les travaux. Voilà, nous, comment dire, ce que j'essaie d'expliquer parfois quand j'interviens devant des étudiants ou dans des écoles ou à l'université, c'est que ceux qui pensent qu'il y a des recettes sur les enquêtes, que la journée d'un journaliste d'enquête, même si j'aime pas du tout ce terme, d'un journaliste d'information est archétypale, se trompe. Voilà. En fait, une enquête, ça a 1000 origines différentes. Parfois, c'est parce que vous avez un a priori, ou l'esprit un peu mal tourné. Et donc, vous allez vérifier ça. Hein, et puis, si vous avez vu juste, en fait, l'a priori, ça devient une intuition. Parfois, on se rappelle d'une source d'il y a longtemps. Parfois, une source nous alerte sur le petit bout qui dépasse de la pelote de laine, et puis on dévide tout ça. Parfois, certains arrivent avec un bout de document, quelques photos. Hein. Ceux qui pensent que, par exemple, l'affaire de Rugy, c'est quelqu'un qui arrive avec un dossier de Rugy qui à la fois concerne l'Assemblée nationale, à la fois le ministère, à la fois son logement, à la fois peut-être d'autres choses que nous allons révéler, qu'il y aurait une sorte de grand complot derrière Mediapart, comme il y aurait eu un grand complot derrière le Canard enchaîné pour faire tomber François Fillon. Ceux-là ne connaissent rien à la pratique du journalisme, mais je ne peux pas leur en vouloir, puisqu'on fait parfois trop mal la pédagogie de ce qu'est notre travail, qui est un travail artisanal. Et nous, nos sources dans l'affaire de Rugy, elles sont partout. Elles sont partout. Elles sont dans la fonction publique, elles sont en dehors de la fonction publique, elles sont dans des établissements privés, elles sont dans des entourages, elles sont partout. C'est pour ça que nous avons des informations. Et puis, pour une enquête, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois, souvent, une enquête, c'est un chemin qui se fait en marchant. C'est-à-dire qu'on découvre des choses au fur et à mesure. A fortiori, face à un François de Rugy, qui a une telle communication qui est même maintenant très moquée, raillée sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, quand on en est à justifier des agapes sur fond public avec l'argument que je n'aime pas le vin, le champagne me donne mal à la tête et je suis allergique aux crustacés, heureusement que les guignols de l'info n'existent plus. Hein. Là, donc, dans l'ordre des révélations, c'est-à-dire que c'est vrai que vous publiez dans un premier temps ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais la première information que vous avez, vous, à votre disposition, c'est celle de son logement social à lui. Non, c'est le logement social de la directrice de cabinet. Mais il y a toujours un delta entre le moment où on commence une enquête et on a une information et le moment où on peut la publier. Et pour pouvoir publier, il faut avoir respecté le débat contradictoire. Pour que les gens comprennent, légalement, nous les journalistes, juridiquement, en fait, on a un code de la route. Hein. On a un code de la route qui est pénal, correctionnel. Ça s'appelle la loi de 1881. C'est la loi sur la liberté de la presse. On est sommé de respecter un certain nombre de critères juridiques. Parmi les critères juridiques, il y a ce qu'on appelle l'enquête sérieuse. Ce qu'on met souvent dans l'enquête sérieuse, c'est d'abord on ne fait pas simplement des recherches sur Google, mais c'est on respecte le contradictoire. Le contradictoire, ça veut dire que quand on écrit sur quelqu'un, eh bien on l'appelle et on lui laisse le temps de réagir pour qu'on ait son commentaire et son point de vue avant d'écrire.
Voilà. Et donc nous, par exemple la directrice de cabinet, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas publié tant qu'on n'avait pas les réponses définitives de la directrice de cabinet de Monsieur Durugy. D'ailleurs qui a un peu varié dans ses commentaires entre la première fois où on l'a parlé et le moment où elle a fixé ses commentaires qu'on allait publier. Voilà. Donc voilà, c'est un artisanat qu'on essaye de faire vraiment le plus sincèrement, le plus méthodiquement. À Mediapart, et moi c'est pour ça que j'adore ce journal, c'est le collectivement possible. Hein. Même si des fois les articles sont signés par qu'une seule personne, il n'y a jamais une seule personne derrière un article, il y a un travail collectif, une intelligence journalistique collective. Voilà, on ne s'autorise pas de nous-mêmes, ce n'est pas des aventures personnelles, un article à Mediapart. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on essaye de travailler. Et puis si ça peut participer au débat public et à des prises de conscience, ben moi je trouve ça formidable. Alors la réponse de Rugy et d'autres, c'est parfois de se dire que c'est une situation de personnes qui veulent se venger et qui vont aller donner des informations à des journalistes. Comment on arrive à faire la part des choses quelque part, d'éviter à ce que ce soit par exemple quelqu'un qui arrive avec plein de dossiers qui vous dit ah bah voilà c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est bien sûr que ça peut être comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire les comment choses. Comment on fait la part des choses entre quelqu'un qui veut... Mais c'est pas de faire la part des choses, de mon point de vue. Ouais. Hein. Moi, je ne juge pas moralement les sources. Je dois savoir d'où elles me parlent. L'âme humaine est ainsi faite que souvent, parfois, quand quelqu'un parle à un journaliste, c'est parce qu'il a une forme d'intérêt à le faire. Une forme d'intérêt. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est des gens qui sont littéralement habités par une espèce d'idée du bien commun. Ça, vous avez des gens merveilleux dans l'État, dans l'appareil d'État, dans les banques, partout dans les entreprises. Qui parfois prennent des risques eux-mêmes pour vous informer. Puis parfois, il y a des gens, ils le font parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Moi, je ne me bouche pas le nez. Jamais. Hein. Mon métier, c'est de raconter le monde tel qu'il est. Ce n'est pas d'être un justicier, ce n'est pas d'envoyer des gens devant un tribunal, c'est de raconter le monde. Moi, je n'ai pas de meilleure définition du journalisme consistant à raconter des histoires vraies et d'intérêt public. Point. Histoire vraie et d'intérêt public. Et ben moi, je me fais un honneur dans mon répertoire, dans mon téléphone, d'avoir des gens de peu, des gens de bien, des gens qui ont une moralité au-dessous du niveau de la mer, des gens qui ont fait de la prison, des corrompus, des corrupteurs. Je ne peux pas comprendre ce monde si je ne parle pas à ces gens-là. Et par ailleurs, c'est pas parce que des gens font des bêtises, ont fait des bêtises, ou parfois agissent mal, que ce ne sont pas des gens intéressants. Je veux dire, ce n'est pas des blocs monolithiques. Hein. Moi, je suis pour la complexité, je suis pour les zones grises, je suis pour... Rien n'est blanc ou noir. Hein. Donc, moi, je dois parler à tout le monde, je dois comprendre tout le monde. Et dans ce tout le monde, les gens ont des informations. Parfois, les grands menteurs disent un peu de vérité. Il arrive que des paranoïaques aient des ennemis. Ça ne veut pas dire que les menteurs disent la vérité, que les paranoïaques ont des ennemis. Mais voilà. Et donc, il faut regarder au cas par cas. C'est une jurisprudence du quotidien, le journalisme. Et c'est une jurisprudence du quotidien avec tout le monde. Tout le monde. Donc, parfois, oui, des gens ont des élans qui sont des élans par intérêt personnel qui viennent parler à la presse. Moi, et nous, à Mediapart, ce que nous devons faire, c'est est-ce que les informations sont vérifiables et est-ce qu'elles sont d'intérêt public ? Si c'est vrai et d'intérêt public, c'est quand même difficile de ne pas les rendre à qui elles appartiennent, aux citoyens. Il faut un certain nombre de sources pour... Ah oui, après, il y a des petits adages comme ça dans notre métier qui dit qu'une source, c'est pas de source. Ah, c'est vrai qu'on peut faire un papier avec une source. Un document, ça se vérifie. Enfin, voilà. Et donc, vous savez, dans l'affaire libyenne, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, nous avait reproché d'avoir publié un faux document. Bon, il y a eu trois décisions de justice. Un juge d'instruction, cour d'appel de Paris, cour de cassation, qui a fait litière des accusations de Nicolas Sarkozy. Mais ça a été 5 ou 6 ans de bataille judiciaire pour Mediapart. Hein. Ça, je ne vous dirai pas le contraire, que quand on est à Mediapart, on peut sourire des réactions d'urticaire de toute la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche nous concernant, mais parfois il faut avoir un peu le cuir épais, ça c'est sûr. Hein, c'est pour ça que on est indépendant, que nous affectons nos bénéfices à la défense du journalisme, voilà, parce qu'on doit défendre notre travail et les informations que nous publions. Alors, lorsque vous faites une enquête, justement, vous dites vous contactez les personnes juste avant la publication. Juste avant, ou même plusieurs jours avant. Plusieurs jours avant. Est-ce que parfois il peut y avoir des pressions à essayer de vous dire, par exemple, est-ce que dans le cas de Rugy, quand vous le contactez, c'est quoi sa première réaction? Non, de Rugy, moi je lui avais envoyé un texto lundi matin. Je peux être transparent là-dessus. Hein. Lundi matin, j'envoie un texto en même temps à Séverine de Rugy et à François de Rugy. François de Rugy, par le truchement de son responsable de la communication, me dit qu'il a besoin d'à peu près 48 heures, enfin un peu plus,
36-48 heures pour répondre. Madame de Rugy, elle m'a rappelé tout de suite, le fameux entretien de 20 minutes que j'ai eu. Manifestement, ils ne sont pas accordés entre eux. Et c'était ça qui est un peu cocasse dans la pratique de notre métier, c'est qu'au fond, Madame de Rugy, pendant cet entretien de 20 minutes enregistré, confirme toutes nos informations de A à Z sur les travaux, mais également et surtout sur les dîners qu'elle organisait avec les cercles d'amis. Monsieur de Rugy nous a envoyé des réponses écrites, longue. Il a raison, Monsieur de Rugy, quand il dit qu'il répond à nos questions. Parfois, on a des administrations ou des ministères qui accusent même pas réception de nos questions. Lui, il joue le jeu de la réponse. Donc, bien sûr, on lui en fait crédit, mais c'est pas parce qu'il répond que c'est vrai. C'est pas parce qu'il répond qu'on doit prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Notre métier n'est pas de faire accoucher la parole de ceux qui ont déjà la puissance de la communication avec eux. Donc quand ils nous répondent, on regarde, on vérifie, on fait notre travail. Donc là, pour vous, en termes de communication, ils ne sont pas accordés. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez l'épouse de François de Rugy, vous n'avez pas tout à fait le même retour que... J'ai trouvé surprenant d'avoir une Séverine de Rugy aussi bavarde et confirmant de A à Z les informations que nous avions et qui sont au cœur de l'émotion populaire suite à nos révélations. Mais en même temps, je trouve ça presque touchant, puisque elle n'a pas succombé aux sirènes de la communication politique, de crise cadrée, des éléments de langage, etc. Voilà, donc elle a donné des éléments, une version des faits qui d'ailleurs corroborait nos questions. On parle d'émotions populaires, mais à travers ça, François de Rugy lui répond et dit vous parlez des représentations, des frais de représentation, mais moi, durant ma présence à l'Assemblée nationale, ils ont baissé de 13%. Ouais, c'était dans notre article, c'était dans le premier article, absolument. Mais c'est absurde. On l'a dit, bien sûr, mais c'est absurde comme défense, parce que ça ne veut rien dire de donner des pourcentages. Ce qu'il faut, c'est des valeurs absolues, et ce que ça montre, notre histoire, d'ailleurs, si lui, il est prêt à rembourser le moindre euro contesté, comme il le dit, c'est que peut-être les frais auraient pu être réduits de bien plus que 13%. La question, c'est pas ça. C'est très bien s'il a réduit de 13%, mais ça n'enlève rien à la question de l'intérêt public des informations concernant les agapes entre amis payés avec les impôts pour des dîners dont il est difficile de trouver un lien avec la fonction de président de l'Assemblée nationale. Dîner qu'il reconnaît lui-même comme étant informel. Voilà. Dont sa femme reconnaît elle-même que c'est dans le cercle amical. Ce sont ces mots, cercle amical. Bon, voilà. Donc, vous savez, c'est des artifices de diversion, de communication. Pour vous, c'est vraiment de la diversion, c'est pas un argument recevable de se dire, c'est recevable, on dépensait 500 000. Mais bien sûr, je le mets dans l'article. C'est dans l'article. Je dis, il se vante d'avoir baissé de 13%. Mais pour moi, avoir le culot de se vanter d'avoir baissé de 13% alors qu'on fait ça, je trouve que c'est, de mon point de vue, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais je trouve que c'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant, c'est-à-dire qu'on utilise un pourcentage pour calmer le bon peuple, alors qu'on sait très bien qu'on a fait ces dîners-là, et qu'on le reconnaît même dans au moins une moitié du couple de Rugy. Vous voyez, c'est un facteur aggravant, de mon point de vue, de voir un monsieur de Rugy qui a construit son parcours politique comme le chevalier blanc de l'Assemblée nationale contre la dilapidation de l'argent public au Parlement, et qui fait ça. C'est ça qui fait naître le populisme. C'est ça qui me sévère, moi, avec le pouvoir en place que nous avons. Nous avons un pouvoir qui se présente en dehors de nos frontières comme le rempart au populisme. Et je trouve que les affaires, quand la Macronie, pour dire les choses rapidement, y est confrontée, dévoilent chez elle des accès populistes. Ça a été le cas avec l'affaire Benalla. Quelle a été la réaction de l'affaire Benalla et de M. Macron face à l'affaire Benalla? C'est ce fameux discours qui restera dans le quinquennat du président, de la Maison de l'Amérique latine en juillet 2018, c'était il y a bientôt un an, discours pendant lequel il a mis en cause la presse, le Parlement et la justice. C'est ça le populisme. C'est le fameux « qu'ils viennent me chercher ». Vous savez, moi qui suis responsable pénalement, qu'ils viennent me chercher. C'est ça le populisme. La presse qui ne cherche plus la vérité. Quand on met en cause les contre-pouvoirs institutionnels, démocratiques et citoyens à ce point-là, c'est ça le populisme. Imaginez que un Viktor Orban, je ne compare pas Orban et Macron, mais imaginez qu'un Viktor Orban ou un Poutine disent cela, on dirait, mais regardez, c'est bien la preuve que c'est des populistes. Ce que fait M. de Rugy, le populisme, c'est précisément l'utilisation des biens publics et des fonds publics à des fins potentiellement privées ou entre amis. C'est ça qui alimente le populisme, c'est pas le fait de le révéler.
Le tous pourri, il ne naît pas de la révélation des journalistes. Moi, je suis un combattant acharné du tous pourri. Il n'y a pas de tous pourri. En revanche, qu'il y ait ce sentiment vénéneux qui naisse face à une classe politique, j'essentialise pas la classe politique, face à certains responsables politiques qui sont incapables de prendre à bras-le-corps ces questions de morale publique, d'éthique, de bonne gestion de l'impôt, c'est ça qui fait naître la colère. Précisément, c'est pas les faits, c'est l'absence de réponse républicaine forte face à ces faits. Vous savez, quand il y a du désordre, dans la rue, on dit qu'il faut faire respecter l'ordre public. Mais l'ordre public, il est aussi sur ces questions-là. On parle de la protection des sources. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment avec la tentative de perquisition à votre siège il y a quelques mois. On avait fait un live dessus que ceux qui nous regardent pourront voir juste après. Il y avait les journalistes de Disclose par rapport aux révélations des ventes d'armes au Yémen. Et plus récemment, Ariane Chemin qui avait été interrogée par la DGSI dans le cadre de ces révélations sur l'affaire Benalla. Est-ce que aujourd'hui, en 2019, plus que les autres années, la profession de journaliste, de journaliste d'enquête, d'investigation, elle est plus en danger maintenant qu'avant? D'abord, moi, je récuse le terme de journaliste d'investigation. Là, je suis journaliste, on fait de l'information. Disons que nous avons assisté en quelques mois seulement, sous la présidence de M. Macron, à une attaque concertée contre la presse qui, par son ampleur, est inédite, factuellement. Quand vous dites concerté, vous dites... je vais vous dire, on a eu le secret des affaires, qui a été utilisé contre des journalistes, je pense aux confrères du Monde, pour protéger des informations concernant une crise sanitaire. C'était les implant files sur les dispositifs médicaux. Ensuite, on a eu la loi fake news, qui est un enfer pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, bien sûr, tout le monde veut lutter contre la fausse information, mais la façon dont c'est fait, ça va pouvoir potentiellement être utilisé contre, non pas une fausse information, mais une information qui dérange. Ensuite, on a eu le président, dans ses déclarations, qui met en cause la presse. Elle ne chercherait plus la vérité. Antiphrase merveilleuse d'un président qui, en fait, parle d'une presse qui révèle les vérités que l'Élysée qu'il dirige veut précisément cacher. C'est l'affaire Benalla. Toujours dans l'affaire Benalla, ça a fait le tour du monde, 5 colonnes dans le New York Times et le Washington Post, une tentative de perquisition, excusez du peu, par le parquet de Paris et la brigade criminelle de Mediapart, sans base légale, dont le seul objectif est de trouver les sources du journal qui révèlent des informations sur le pouvoir qu'il dérange. Ensuite, vous l'avez dit, l'audition comme suspect par les services de renseignement, intérieurs, des confrères du collectif de journalistes Disclose, qui ont révélé les mensonges du gouvernement sur la pire crise humanitaire selon l'ONU du moment, à savoir la guerre au Yémen. Comment la France, contrairement à ce que la ministre des Armées, contrairement à ce que le président de la République ont dit et répété, oui, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui servent dans un conflit qui tue des milliers de civils. 5 millions d'enfants menacés par la famine. Et les confrères de Disclose, dont les révélations ont notamment été publiées par Mediapart, mais aussi par Radio France ou Arte, eh bien, basent leurs révélations sur un document de la direction du renseignement militaire que connaissent et la ministre des Armées et le président de la République, c'est-à-dire un document de l'intérieur de l'État. Eh bien, ceux qui révèlent les mensonges du gouvernement dans la pire guerre du moment, ce sont eux qui sont comme suspects. Par contre, Mme Parly et M. Macron, tout va bien. Ensuite, nous avons l'audition de Ariane Chemin, qui avait révélé le premier volet de l'affaire Benalla, c'était les violences du 1er mai, qui à son tour est entendue comme suspecte avec le président du directoire du Monde, Louis Dreyfus, devant la DGSI pour ses écrits dans le Monde. Elle n'est pas auditionnée pour diffamation, je sais quoi. Elle est auditionnée pour une compromission d'un secret défense. Puis nous avons, je continue, les déclarations de Cédric O, secrétaire d'État, qui a dit qu'il fallait un conseil de l'ordre, ce que Emmanuel Macron lui-même disait en 2017, parce que ça venait quand même cette idée du Front National, que c'était une idée qu'il n'avait pas croisée depuis l'Italie fasciste des années 30. Un an plus tard, son secrétaire d'État propose la même chose. Et puis nous avons... Il s'est vite ravisé d'ailleurs. Ouais, moyennement en fait. Non. Il a dit c'est pas la bonne façon de dire les choses. Mais peut-être autrement. Mais il a dit il faut arrêter qu'il y ait des fausses informations qui fassent gagner d'autres partis. Ouais. C'est-à-dire que dans sa conception, les gens qui nous regardent pourront retrouver, il a dit ça chez Maïtena Biraben sur RMC, le lendemain ou le surlendemain. C'est vrai que ça fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux et beaucoup de journalistes qui se disent mais qu'est-ce que c'est que... Ça veut dire que dans sa conception, la presse n'est pas là pour faire perdre la République en marche, quoi. C'est quand même dingue, hein.
En fait, nous, on n'est pas là pour faire gagner ou perdre, on est là pour dire les faits. On est dit pour dire les choses. Et si les choses elles sont désagréables pour tel ou tel parti politique, il faut qu'il fasse avec. Parce que c'est comme ça que ça marche la démocratie. Et celui qui l'a peut-être le mieux dit, c'est quand même Victor Hugo. En 1848, il est député, Victor Hugo, et il dit que la liberté d'informer et le droit de vote sont les deux facettes d'une même pièce en démocratie. Si vous n'avez pas et l'une et l'autre, vous n'avez pas la démocratie. Le droit de vote sans la liberté d'informer, sans le droit de savoir, vous pouvez voter avec un bandeau sur les yeux. La liberté d'informer sans le droit de vote, ça ne sert à rien d'être au courant de ce qui se passe si vous ne pouvez pas décider de l'avenir de votre nation. C'est pas très dur à comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Et donc le caractère disruptif de ce pouvoir, de ce point de vue-là, c'est quand même d'oublier un peu l'histoire. Et d'où viennent toutes ces libertés fondamentales. Je peux continuer. Madame Belloubet, elle s'est ravisée, elle, un peu plus, mais qui voulait assécher la loi de 1881, qui est pourtant la loi qui défend la liberté d'informer avec la Cour européenne des droits de l'homme dans notre pays, et qui est une loi de responsabilisation pénale des journalistes. Nous, quand on écrit, on peut être poursuivi et condamné pénalement devant la loi. Voilà, tout ça mis bout à bout, et j'en oublie, c'est une attaque, c'est pour ça que j'ai dit que c'est concerté, puisque chaque pan de l'activité du journaliste est en quelque sorte attaqué pour empêcher de raconter les faits tels qu'ils sont. Je pourrais rajouter les violences policières dont certains journalistes, pas que, mais certains journalistes ont été les victimes pendant le mouvement des Gilets jaunes. Des choses qu'on a vues sur Brut, que moi-même j'ai connu aussi. Et que vous avez, bien sûr, je vois la vidéo quand vous avez voulu avoir suivi la manif d'Amazon, voilà, où on avait quand même une police publique qui défend les intérêts d'un groupe privé, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, donc oui, pour répondre à votre question, je trouve qu'on est dans une situation qui est un peu inquiétante. Voilà, inquiétante. Alors il y a ce côté-là, puis d'un autre côté, on est dans cette année où on voit de nombreux sondages d'opinion, à prendre toujours avec des pincettes, mais on voit aussi sur les réseaux sociaux de nombreuses critiques envers les journalistes. Quelque part, c'est quoi la responsabilité des journalistes dans ce qui se passe en ce moment ? Mais elle est énorme, et je ne vais pas vous dire qu'on est une profession aimée. Et moi, je ne suis pas les journalistes. Je suis un journaliste. Il n'y a pas les médias, il y a des médias. Et dans les médias, il y a des journalistes. Voilà. Pas plus que... c'est pour ça que j'ai dit que j'aimais pas qu'on essentialise la classe politique. Il y a des politiques, voilà. Et puis il y a un gouvernement, puis dans le gouvernement il y a des ministres, voilà. Et donc c'est pas interdit d'avoir des approches un peu nuancées et complexes de la réalité. Et bien sûr que les journalistes font partie de l'une des professions les plus détestées dans ce pays. Et que peut-être il y a des bonnes raisons de... Pourquoi et comment on peut réussir à... Mais d'ailleurs, je pense que l'affaire de Rugy, d'une certaine façon, le montre. Quand autant d'éditorialistes et de journalistes se retrouvent dans ces fameux dîners, et aujourd'hui viennent raconter un peu tout au long du bus, en mauvais jeu de mots, oh, c'était pas si bien que ça, il n'y a pas de quoi fouetter un homard. Vous vous rendez compte l'image que ça renvoie vis-à-vis du citoyen et du lien incestueux qui peut exister entre le politique et les journalistes qui sont censés écrire sur les politiques. Mais attention, ce que je veux dire, c'est que la critique des médias est nécessaire, mais elle est même obligatoire dans une démocratie. Et bien sûr, le fait que l'immense majorité des médias privés appartiennent à des gens dont le cœur d'activité, des industriels, n'est pas l'information, dont l'activité entre en contradiction parfois avec l'information libre et indépendante, qu'ils ont besoin d'être en bonne relation avec un gouvernement pour avoir des licences, pour vendre des armes, avec des pays étrangers, parfois des dictatures. Tout ça n'aide pas un écosystème global pour une information libre et indépendante. Pour autant, nuance, je tiens les deux bouts, ça ne veut pas dire que dans ces journaux il n'y a pas des choses formidables. Vous savez, on dit Le Monde il appartient à Xavier Niel c'est un copain de Macron, alors Le Monde est vendu à Macron. Il y a des gens qui racontent des théories comme ça. C'est quand même Le Monde qui révèle l'affaire Benalla. Vous voyez, je ne parle pas de Mediapart là. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir des actionnaires et s'en détacher. Je ne dis pas que la situation du Monde avec Xavier Niel ne pose pas problème. On l'a raconté dans Mediapart. Mais pour autant, Le Monde fait un travail formidable. Donc voilà, c'est pas interdit de réfléchir de manière complexe, c'est ça que je veux dire. Mais attention, il y a la critique des médias, mais moi ce que je vois là, c'est la haine du journalisme. Et ça, c'est pas pareil. La haine du journalisme, nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, ou un Jean-Luc Mélenchon qui dit que la haine des médias est juste et saine. La haine des médias est juste et saine. Bon, voilà où je pourrais parler d'autres, Madame Le Pen, ont un rapport à cette information qui dérange, mais surtout qui les dérange, qui dit surtout une haine du fait démocratique par le journalisme. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que ça enlève la grammaire commune aux citoyens. Pour moi, le journalisme,
Et le journaliste, c'est celui qui participe de cet exercice quotidien qui consiste à dire que 2 et 2 font 4. Hein. Vous savez, c'est cette phrase merveilleuse dans 1984 d'Orwell, avec ce héros, là, Winston Smith, qui fait quelque chose de complètement illégal dans cette dystopie qui ressemble à un régime totalitaire pour partie inspiré du stalinisme. Cette chose illégale qu'il fait, c'est tenir un journal intime. On n'a pas le droit de tenir un journal intime dans 1984. Et il écrit dans son journal intime que le héros, la liberté pour lui, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Quand on a ça, le reste suivra. C'est merveilleux. C'est ça le journalisme, c'est dire que 2 et 2 font 4. Et qu'on se mette d'accord là-dessus. Quand on est d'accord sur les faits, on peut discuter. Quand on est d'accord sur le fait que le ciel est bleu, on peut discuter. On peut ne pas être d'accord sur l'interprétation, sur le climat, sur la météo, voilà. Mais on est en train de perdre, en partie à cause de ceux qui nous représentent, pas que. Bien sûr qu'il y a des horreurs sur les réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a des horreurs dans la population, le peuple. Il n'y a pas d'essence non plus du peuple, il y a des citoyens. Bon. Mais quand ceux qui nous représentent et sont en haut sont les premiers producteurs de fausses informations, de fake news, d'informations biaisées et de mise en cause du journalisme, alors ils effacent la frontière entre le vrai et le faux. Et quand cette frontière est effacée, c'est de là que naissent le pire. Voilà. C'est une autocritique forte à faire dans le métier. Mais bien sûr qu'on a une immense autocritique, on a des devoirs de transparence sur nos liens d'intérêt, qu'on a sur la façon dont on travaille, et puis qu'on explique ce que c'est le journalisme. Vraiment, je pense que plein de gens dans notre pays, naïvement, sincèrement, ne savent pas. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des... Voilà. Comment t'expliquer, c'est comment on pourrait... Un journaliste, c'est celui qui rend aux citoyens ce qui lui appartient. Une information. Voilà. L'information vraie d'intérêt public, ça appartient aux citoyens. Et nous, on est là pour raconter les histoires vraies et d'intérêt public dans tous les domaines de la société, pour que les gens connaissent le monde dans lequel ils vivent, pour qu'ils connaissent la société dans laquelle ils vivent, pour qu'ils puissent voter en connaissance de cause. Vous savez, on a reproché au Canard enchaîné d'avoir sorti l'affaire Fillon avant l'élection. Enfin, mon Dieu, moi je préfère savoir avant qu'après. Je préfère savoir avant de voter plutôt qu'après d'avoir voté. Bon, ben voilà, ben ça sert à ça le journalisme. Et le journalisme, c'est pas que les affaires, c'est pas que le politico-financier, c'est tout, la santé, l'économie, la politique, évidemment, l'environnement, enjeu majeur mondial, numéro 1. Bon, donc voilà, et c'est ça notre boulot. Et c'est un boulot bizarre parce qu'en fait, on ne sait rien, on apprend et on transmet. Parce qu'en fait, nous, on rend. Et dans ce qu'on appelle le journalisme d'investigation, on va chercher en quelque sorte les secrets d'intérêt public auprès de ceux qui les cachent pour les rendre à ceux à qui ils appartiennent, les citoyens, quelle que soit leur couleur politique. Comment vous vivez un peu ce statut à part? On le voit par exemple dans les commentaires, il y a beaucoup de commentaires qui disent ah, ouais, super Mediapart, vive Mediapart, ou qui vont dire également pareil vis-à-vis du Canard enchaîné. On sait que vous êtes, il y a plusieurs médias voilà, où justement il y a des commentaires assez positifs. Est-ce que vous pensez être, je trouve que les gens, est-ce que vous pensez être à part quelque part ou comment nous on vit s'appelle les choses? Mediapart parce qu'il y a un côté à part, voilà, puis participatif. On est un journal participatif. Quand vous êtes abonné, vous avez un blog, vous pouvez ou pas le renseigner, etc. Puis c'est notre slogan qu'on aime bien, là, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, quoi. Mais en même temps, moi je me considère pas comme à part. Enfin vraiment, moi je veux dire, je fais un métier de journaliste que plein de gens font dans plein de rédactions. Il se trouve qu'on a créé à Mediapart un écosystème merveilleux. C'est un lieu, c'est pas pour faire l'employé du mois, hein, je m'en fous, mais on y est bien, quoi. Voilà, il y a de la camaraderie, il y a de l'intelligence collective, on est indépendant. C'est-à-dire que le journal appartient à ceux qui le font et à ceux qui l'ont fondé. Et en plus, on va renforcer l'indépendance dans les mois qui viennent pour que le journal à jamais ne soit achetable par d'autres. À jamais. Voilà, nous, on travaille pour la perpétuité, se protéger du futur et qu'il n'arrive pas à Mediapart dans le futur ce qui est arrivé au Monde et à Libération, qui sont des journaux qui appartenaient à ces sociétés de salariés et de journalistes et qui ont été récupérés, l'un par Xavier Niel, l'autre par Patrick Drahi. Nous, on ne veut pas que ça nous arrive ça. Donc on ne parle de journalisme et que de ça toute la journée. On n'a pas de publicité, donc on n'a pas d'ingérence extérieure. Notre argent, c'est que la confiance du public et on espère qu'on la satisfait. On espère qu'elle ne cessera de grandir, pas pour verser des dividendes. On gagne des sous à Mediapart, il n'y a pas un centime de dividende, pas un centime. Tout est réinvesti dans la trésorerie pour pouvoir faire face aux attaques, notamment judiciaires.
peut-être celle de M. de Rugy, ce ne sera pas la première, on en est entre 150 et 200, pour les salariés, hein, pour que socialement ça se passe bien, les salariés, et puis pour le développement, notamment technique, et pourquoi pas faire encore grandir la rédaction. Moi, je trouve qu'en effet, il y a beaucoup de bienveillance par rapport à ça, et je trouve ça hyper agréable. Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire, mais que Mediapart ou le Canard enchaîné soient vus comme des exceptions, ça dit bien qu'on a un problème. Ça dit bien qu'on a un problème de mon point de vue. On ne devrait pas, dans une démocratie, être des exceptions. Beaucoup de personnes dans les commentaires nous interpellent par rapport à une autre affaire, c'est pour ça que je pose la question. J'y ai l'interactivité au cœur du live, quelque part, au travers de certaines questions, c'était des sensibilités qui reviennent beaucoup dans les commentaires, mais cette question qui revient beaucoup par rapport à une affaire qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est passé à Nantes lors de la fête de la musique, avec la disparition de Steve lors d'une opération policière. Steve est depuis disparu, on ne sait pas où il est. Est-ce que vous enquêtez sur cette affaire et est-ce que... Lisa Perriger a fait un reportage et plusieurs articles merveilleux là-dessus, chez nous. Vous pouvez les retrouver. En plus, elle dessine, non seulement c'est une super reporter, mais en plus elle dessine, elle a fait des dessins très très forts. C'est à l'image de ce que je disais tout à l'heure sur ce mot que le pouvoir ne veut même pas être entendu prononcer, c'est les violences policières. On a quand même un président de la République qui dit dans un état de droit, il n'y a pas de violence policière. Bien sûr que si. L'état de droit, c'est pas qu'il n'y ait pas de violence policière. L'état de droit, c'est que la République s'occupe des violences policières et les punisse. C'est ça l'état de droit. Bien sûr, des policiers peuvent commettre des bavures et mal se comporter et commettre des violences. Enfin, je veux dire, partir du principe qu'un policier ne peut pas commettre de violence, enfin c'est un défi à la raison. Un journaliste peut faire des bêtises, un policier peut faire des bêtises, un ministre peut avoir un compte en Suisse. C'est pas parce que vous allez effacer un mot que vous allez effacer la réalité qu'il y a derrière. C'est pourtant ce qu'ils essayent de faire. C'est hyper inquiétant. Hein. Moi, je trouve que la sémantique, c'est sans mauvais jeu de mots, le premier lieu de la symbolique bavarde de ce qu'il y a derrière un pouvoir. Vous vous rendez compte que là, on a quand même une personne à Marseille de 80 ans qui s'est pris un flashball. Zinem Redouane. Qui est morte. La situation dont l'enquête se passe est extravagante. Les policiers mis en cause ne veulent pas donner l'arme qui a tiré, qui permettrait d'identifier quel est le tireur. L'IGPN ne trouve rien à redire. La caméra, elle ne marchait pas la caméra, donc on peut pas vous dire lequel a tiré. Il y a une personne qui est morte. C'est pas une gilet jaune, la vieille dame. Elle fermait ses volets. Elle est morte. Steve, à Nantes, pour répondre à votre question, on est quand même sur de la fête de la musique. Ouais. On a une charge policière. Enfin, il y a eu les images. Hein. Je crois que c'est un site un peu activiste. Nantes Révolté qui a publié certaines images d'une intervention policière vers 2h30, 3h du matin. Hyper violente, au bord de la Loire. Il y a 14 personnes qui tombent à la lac, qui tombent dans l'eau. Heureusement qu'il y avait des pompiers qui étaient là. Hein. Et il y en a un qu'on n'a pas retrouvé. Est-ce qu'il y a eu un mot du ministre de l'Intérieur pour la famille? Vous avez entendu? Est-ce qu'ils sont allés sur place? Ils sont allés sur place pour aller voir et dire... et aller chez les parents ou le frère ou les amis. Là, pourquoi il n'y a pas d'image de communication comme ils savent faire? Pourquoi on n'invite pas les caméras? Parce qu'ils n'y vont pas en fait. Parce qu'ils n'ont pas de mots pour ça. Mais pourquoi on n'a pas de mots pour quelqu'un qui a disparu après une charge policière? Pourquoi on n'a pas de mots pour la vieille dame? Pourquoi on a que des mots pour les policiers? Et c'est normal d'avoir des mots pour les policiers. Bien sûr que les policiers qui sont victimes de violences, c'est absolument insupportable et qu'il faut les défendre. Mais quand on est à la tête de l'État, on a des mots pour tout le monde. On est le président de tout le monde. Et ça, je trouve ça... Mais c'est révoltant, quoi. C'est révoltant. Et donc, on fait notre travail. Donc, voilà. Et donc, ce « Où est Steve ?» est devenu un mantra tragique des réseaux sociaux. À Mediapart, on publie depuis le début le travail de David Dufresne. David Dufresne, qu'on connaît très bien puisqu'il était à l'origine de Mediapart, qui est un journaliste en ancien de Libération. Qu'on a fait en live et qui a interpellé, pour ceux qui ne connaissent pas, Allo Place Beauvau sur Twitter. On va retrouver ça sur Twitter. Et qui a fait un travail de documentation exceptionnel de ce que sont les violences policières. Et vous vous rendez compte, mais c'est orwellien. C'est-à-dire qu'on a des images de policiers qui gazent comme ça des gamins, enfin en tout cas des jeunes par terre comme on arroserait des tomates.
On a des policiers qui tirent au flashball sur des gens qui ont les mains levées. On a des mains arrachées. On a des personnes éborgnées. On a des personnes mutilées dont les visages sont arrachés, qui ne sont pas tous des gens à qui on reproche d'avoir attaqué les policiers, hein, pas du tout. Et la patronne de l'IGPN, la police des polices, elle dit il n'y a pas de violence face aux images. Ce que je vous ai dit. Parfois, il y a des gens pour nous dire que 2 et 2, ça ne fait pas 4. Et bien, quand on dit que 2 et 2, ça ne fait pas 4, quand on a perdu une main parce qu'on a voulu manifester ou on a perdu son œil, je pense que ça rend dingue. Voilà, je pense que ça rend dingue un pays. Et là, il y a une énorme responsabilité à ne pas regarder les faits en face et se les emparer. Et de ce point de vue-là, l'histoire de Steve à Nantes est absolument terrible, quoi. C'est-à-dire que, quelque part, on parle de la communication de l'État, des ministres. C'est quoi pour vous? C'est du mépris? Je sais pas, c'est sauf qui peut, c'est moi d'abord, c'est... Enfin, on a quand même il y a quelque chose de bizarre dans ce qu'est le macronisme, qui est un peu dur à cerner. On ne sait pas bien à quel point c'est vertébré ou ça l'est pas. Mais on a quand même des ministres, je crois que c'est Marianne Schiappa, qui a dit si vous aimez la France, vous rejoignez la République En Marche. C'est-à-dire que si vous rejoignez pas la République En Marche, t'aimes pas la France. Genre, c'est l'anti-France, quoi. C'est nous et les autres. Ce qu'on appelle le césarisme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a moi et le reste. Bon, il y a un autre parti qui ressemble beaucoup à la République En Marche, dans son côté gazeux, comme on dit dans les gazettes, c'est la France Insoumise. Et le premier qui en parle le mieux, c'est M. Mélenchon lui-même, qui a dit, je ne sais plus, c'était à Claude Askolovitch qui a dit ça, je ne sais plus si c'était dans Vanity Fair ou dans l'Obs, vous retrouverez ça au moment de la campagne présidentielle, ceux qui nous regardent peuvent chercher. M. Mélenchon avait dit, il y a 2 césarismes en France, il y a celui de M. Macron et il y a le mien. Et c'est le mien qui va gagner parce que j'ai une base sociale et populaire. Bon, il n'a pas tout à fait eu raison, mais peu importe. Mais ce côté de moi et la foule, il n'y a plus de corps intermédiaire, il n'y a plus d'intercesseurs, il n'y a pas de démocratie interne. C'est d'ailleurs ce qui est un peu raconté par M. Villani sur la désignation de M. Griveaux pour les municipales à Paris. Hein, c'est secret, c'est pas de démocratie interne et on désigne. Bon, c'est ce que dénonce en tout cas Cédric Villani. Ben ça, c'est hyper inquiétant. En fait, les contre-pouvoirs, c'est la démocratie, c'est le conflit. En fait. C'est la gestion du conflit. La démocratie, c'est pas un bloc monolithique où dormez tranquille, braves gens. Pas ça. C'est pour ça qu'il y a des institutions. C'est pour ça que l'un des pères de la nation, Montesquieu, a dit que par la disposition des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des séparations des pouvoirs. C'est pas pour que les pouvoirs fassent ce qu'ils veulent chacun de leur côté. C'est pour qu'ils puissent entrer en conflit. Parce que c'est de ce conflit que naît l'équilibre démocratique. C'est pour ça qu'il y a l'exécutif, le judiciaire, le législatif, et que l'un peut contrôler l'autre. Hein. Et cette façon-là de résumer la volonté de tous à l'activisme d'un seul, une sorte de monarque républicain dans la Ve République, qui est le président, bon, bah, c'est pas rassurant. Et donc la com qui va avec, pour répondre à votre question, est une com qui de plus en plus fait fi des faits. Voilà. Je suis désolé de l'allitération, mais ça fait fi des faits. Voilà. Bon. Et les effets de cela, eh bien, c'est d'effacer, ce que je disais tout à l'heure, la frontière entre le vrai et le faux. Et là, je pense qu'on peut collectivement perdre un peu la raison. Comment on se protège en tant que journaliste, justement, quand on révèle autant d'informations sur des personnes qui peuvent être aussi puissantes, quelque part, que ce soit en politique ou autre? Comment on évite les pressions? Comment on évite... comment on se protège de façon générale? D'abord, nous, on se met à l'abri des pressions économiques, qui sont parfois les pires dans le journalisme. On est à l'abri des pressions économiques. Nous, il n'y a personne qui a le moindre intérêt sur Mediapart et qui a le moindre levier pour nous demander de faire ou de ne pas faire. Donc, on est à l'abri de cela, que ce soit en termes d'actionnaires ou en termes d'annonceurs pour la publicité. Premièrement. Deuxièmement, on a cultivé au sein du journal, peut-être grâce aux apéros, une culture de camaraderie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de bienveillance entre nous. Comment dire? C'est un journal où on apprend à se serrer les coudes, quoi, et à se tenir chaud. Et donc, bah oui, des fois ça tangue quand on révèle ces informations. Nous, on a tout un tas, voilà, on est là et on se tient chaud et on fait face. Et puis ensuite, on est prudent. Voilà, on est prudent, c'est-à-dire que, bah oui, on fait attention à nos communications, on préfère rencontrer les gens pour de vrai. Mais par exemple, ça, c'est l'avantage de gagner des sous. C'est pour ça qu'on veut des lecteurs. Enfin, on veut des lecteurs à condition qu'ils soient contents de ce qu'ils lisent chez nous, hein, évidemment, qu'on les contente. Mais c'est pour ça que c'est important d'être rentable pour un journal, c'est qu'on a les moyens de notre obsession journalistique. Et on a du temps pour en perdre. Hein.
C'est ça, pour moi, la clé de la réussite journalistique, c'est d'avoir du temps pour en perdre. On n'a pas un rapport utilitariste à tous nos rendez-vous. On peut prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, rencontrer des gens et revenir en disant ouais, pour l'instant, je vais rien en faire. Voilà. Et c'est ce qui arrive. Hein. Moi, je peux en témoigner. Les gens du journal peuvent en témoigner. Voilà. Et ben pour faire ça, faut des moyens. C'est pas pour, on va pas manger du homard ou boire du mouton Rothschild de 2004 à 600 € la bouteille. Hein. Mais c'est pour faire notre travail. Pour dire de l'information, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et puis parfois, vous savez, c'est un truc de douche écossaise, le journalisme. On pense qu'on va y arriver, puis on n'y arrive pas. C'est chaud, c'est froid, on y arrive. En fait, non. Bon, voilà. Et puis au bout de 6 mois, ça marche. En fait, il y a un déclic, etc. Voilà. C'est de cela que naissent en fait les enquêtes. Et donc, c'est tout cela qu'on essaye de défendre à Mediapart. Et c'est comme ça qu'on se protège des attaques, des mises en cause ou des protections ou de l'extérieur qui peuvent arriver parce qu'on dérange tel ou tel pouvoir, que ce soit sous la gauche, sous la droite, face à l'extrême gauche, face à l'extrême droite, peu importe. Je dis ça, et ça n'empêche pas un journal d'avoir des valeurs, de défendre des convictions. Mediapart, sur le plan des convictions, est plutôt un journal, j'aimais bien le terme, mais maintenant il a été capté par Emmanuel Macron, mais progressiste. De droite-gauche, bon, progressiste, on est plus progressiste que conservateur, voilà. Bah oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur les représentants politiques du progressisme en France. Je veux dire, on a fait des révélations sur tous les partis politiques, absolument tous. Bon. Donc voilà, on fait notre métier. Dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de Julian Assange, ouais. Voilà, en déplorant pour certains le fait qu'il n'aurait peut-être pas été assez soutenu, ou pas forcément Mediapart, mais de façon générale. Ouais. Moi, je trouve que je trouve ça passionnant la question de Julian Assange parce que il y a la question des principes et il y a la question des personnages, du personnage, voilà. Et que parfois, on peut faire la part des choses entre les principes et le personnage. C'est-à-dire que l'attaque judiciaire dont il est la victime par les États-Unis, qui consiste à criminaliser un travail journalistique en le qualifiant d'espionnage, c'est scandaleux. Et donc, par principe, il faut évidemment défendre ce qu'a fait Julian Assange. Pour autant, est-ce que tout ce qu'a fait Julian Assange mérite d'être défendu, en tout cas par un journal comme Mediapart? Ben non. Il y a certaines prises de position, ces rapports qu'il a pu avoir avec la Russie de M. Poutine, qui est tout sauf un amoureux des libertés. Hein. Le rapport Mueller, Robert Mueller, de l'enquête sur l'ingérence russe, cite à de très nombreuses reprises Wikileaks, avec des éléments quand même concrets, liés à M. Poutine et à M. Trump. Bon ben voilà, on a le droit aussi de regarder ça calmement. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toute l'histoire de Julian Assange et de Wikileaks avec l'eau du bain, pas du tout. Mais on peut faire la part des choses. On peut dire d'un côté l'attaque judiciaire, qui est une attaque contre la liberté d'informer en qualifiant le journalisme d'espionnage, n'est pas acceptable. On peut aussi avoir un regard critique sur sa position position d'intérêt entre M. Poutine et M. Trump. Par exemple, sur l'affaire de Rugy, à quel moment on se dit ça y est, j'ai assez d'éléments pour publier? Est-ce que vous attendez d'avoir ficelé toutes les enquêtes ou tous les éléments autour? Non, c'est quoi l'élément déclencheur de se dire voilà, par exemple, là, on se début de semaine. Quand on a les photos sur les dîners, qu'on a identifiées, qu'on a eu les participants, qu'on a les cartons de visite, qu'on a eu les sources, que ce soit au sein de l'Assemblée ou dans les entourages, qu'on a respecté le contradictoire avec et M. de Rugy, le cabinet du ministre, et Mme de Rugy, quand le sujet est mûr, quand le fruit est mûr, on le cueille. Voilà. Et d'ailleurs, moi j'avais posé les questions en même temps dès lundi dernier et à M. de Rugy, et sur les dîners et sur les travaux. Sur les dîners, on a eu une première réponse en fait hyper embarrassée de M. de Rugy, qui était assez simple à intégrer à notre travail. On a fait le premier papier et on a attendu pour les travaux pour une raison simple, c'est qu'ils nous ont abreuvé de documents. Et une autre stratégie, vous savez, c'est d'envoyer plein de trucs aux journalistes. Donc ils nous ont abreuvé de documents, de mails, etc. Et donc il a fallu pour nous tout dépioter, tout vérifier dans ce qu'ils nous envoyaient. Et donc le temps de faire tout ça, ça a pris 48 heures. On a fait le deuxième papier ensuite. Donc vraiment, c'est comme un fruit. Voilà, un papier, c'est un fruit mûr qu'on publie quand il est mûr. Est-ce que du coup, quand vous avez commencé à publier ces informations, ça en a appelé d'autres? C'est considérable. C'est-à-dire que là, par exemple, à partir du moment où vous publiez ces informations, il y a d'autres éléments qui viennent à vous. À chaque fois que Mediapart fait des révélations,
Il y a un effet évidemment de loupe sur le journal parce qu'on parle de nous à la télé, à la radio, sur Brut, etc. Et donc il y a forcément des gens qui disent eux ils ont l'air indépendants, ils défendent leurs infos, peut-être qu'eux ils vont réussir à faire sortir ce que j'essaie, etc. Donc on est submergé d'informations, mais on préfère en avoir trop que pas assez, et y compris sur un sujet particulier. Et je dois dire que l'exemple de Rugy est assez caricatural, c'est-à-dire que je crois que la défense, dont tout le monde comprend à quel point elle est claudicante, bringue-ballante de M. de Rugy, oui, ça suscite beaucoup d'indignation auprès de gens, mais auprès de gens qui ont des informations. Voilà. Et c'est assez intéressant. Donc on est abreuvé de choses sans intérêt, et puis on est abreuvé, parfois, pas abreuvé, mais on reçoit des choses hyper intéressantes. On verra si on aura de quoi les publier sur M. de Rugy. On verra, je peux pas sur dire de encore. nouveaux éléments qui pourraient arriver, mais est-ce que là, par exemple, sur l'enquête que vous menez depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, est-ce qu'il y a déjà des éléments, de nouveaux articles, de nouvelles révélations qui sont prêtes à être publiées dans les prochaines heures, prochains jours? Moi, je resterai prudent avec tout ça parce que vraiment, on répond de ce qu'on a écrit, pas de ce qu'on va écrire. Donc, je fais aucune prophétie. Oui, est-ce qu'on a des fils à tirer? Est-ce qu'on a des pistes superbes? Oui, absolument, voilà. Mais on en parlera quand ce sera publié. D'abord, pour une raison très simple, c'est que d'abord, c'est à nos lecteurs d'en avoir la primeur. Bien sûr. Ils s'abonnent à Mediapart pour ça, et c'est bien normal. Et voilà, et donc il peut arriver tellement de choses avant la publication d'un article qui peut faire que finalement on n'est plus très sûr, voilà, donc on verra. Mais potentiellement de nouveaux éléments sur Mediapart sur l'affaire de Rugy. Potentiellement, par définition, il peut toujours se passer plein de choses. Donc à suivre. En tout cas, un grand merci, Fabrice Sarfi, d'avoir répondu à mes questions, aussi celles des internautes. On a essayé d'en prendre quelques-unes. On aurait, comme je le dis souvent, on aurait pu faire des heures de live. Je sais que vous faites aussi des lives chez vous, il y a des tas de questions. Donc vous voyez bien l'idée, il y a énormément de questions. On essaie de prendre, au-delà des questions que j'ai pu citer, mais aussi de prendre certaines sensibilités comme celle de Julian Assange ou d'autres qui ont pu venir dans ce live, notamment sur la question des journalistes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On est énormément, moi-même étant journaliste, énormément interpellé aussi sur les réseaux sociaux, sur notre façon de travailler, etc. On peut pas embêter tout le monde dans notre métier et pas à devoir rendre des comptes ou expliquer comment on le mène, notre métier, donc c'est normal. Et justement, c'était intéressant de pouvoir y répondre. On s'excuse, j'ai dit des autres questions qu'on n'a pas pu prendre forcément. Ce sera peut-être l'occasion de le faire prochainement à l'occasion. Je dis ça pour ceux qui viennent de nous joindre sur le live, que l'ensemble de ce direct va être disponible dans quelques instants. On revient donc en long et en large sur l'affaire de Rugy, sur les révélations que vous avez faites, mais aussi en réponse, parce que c'est vrai que François de Rugy, sur ses réseaux sociaux, a apporté des éléments, et surtout ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC à essayer de répondre à certains arguments. En fait, il fait exactement ce que Cahuzac avait fait, c'est-à-dire qu'il veut transformer l'affaire en mano à mano entre un ministre et un journal. En fait, il veut isoler Mediapart, c'est ça qu'il veut faire. Il veut faire un match de boxe avec Mediapart. Mais nous, on n'est pas le problème de Rugy. Le problème de Rugy, c'est les informations qu'on diffuse. C'est pas Mediapart. Mais c'est ce qu'il veut faire, c'est de la com. C'est un combat direct, c'est ça, une victime. Oui, c'est quoi, il veut faire un. C'est exactement ce qu'avait fait Cahuzac, c'est-à-dire c'est une façon de circonscrire l'incendie en fait. C'est de limiter le combat à un homme face à un journal et d'alimenter l'idée que en fait le journal en veut à l'homme et que si on fait ça, c'est pas pour le journalisme, c'est parce qu'on en a contre lui. Il n'y a rien de plus faux, mais c'est des stratégies de communication qui peuvent porter auprès des militants. Voilà, et donc durant ce live, vous avez pu répondre à chacun de ces arguments, que ce soit en réponse à vos informations et aussi vers différentes attaques, vu que c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il a pu vous cibler directement. Donc voilà, c'est à voir ou revoir tout de suite. Je vous remercie, il y a beaucoup de commentaires très sympathiques pour le live, envers vous, envers nous, donc c'est très bien. Merci à vous. Et puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. Bien sûr sur Mediapart pour continuer de suivre l'actualité de façon générale et peut-être d'autres informations sur de Rugy à voir. Et puis aussi à nous suivre sur Brut pour de nouvelles vidéos qui viendront dans la journée et de nouveaux directs à tout moment quand l'actualité l'exige, comme c'était le cas hier soir. On était sur les Champs-Élysées au moment où donc Algériens et Tunisiens se retrouvaient pour fêter leur victoire en Coupe d'Afrique des Nations, un live en 2 temps où c'était un peu plus festif au début, un peu moins en seconde partie de soirée. 3 heures de live qui vous permettent de voir ce qui s'est passé, de mieux comprendre. C'est à revoir dans notre suite d'actualité, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis on se retrouve très très vite sur Brut pour de nouvelles images en direct. C'est vendredi, donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis très bon début de week-end à ceux qui vont l'être dans quelques heures. On se retrouve très très vite. Merci encore Fabrice Sarfi et bonne journée à tous. Merci.